Vous pensez connaître les pires scandales de Facebook? Détrompez-vous. L'histoire la plus folle, la plus secrète, elle parle de trahison, de surveillance massive et d'un espionnage industriel à une échelle qu'on a peine à imaginer. Et tout ça a commencé avec un simple bouton. On rembobine, imaginez, on est en 2018. On scrolle sur Facebook et là, dans le menu, on voit un nouveau bouton. Il est bleu, il a l'air sympa et il est marqué Protéger. Forcément, on appuie. Qui ne voudrait pas se protéger après tout? L'appli nous propose alors d'installer un VPN gratuit, Onavo Protect. La promesse, mettre notre vie privée à l'abri. Et des millions de personnes l'ont fait, sans se douter une seule seconde du piège qui était en train de se refermer sur eux. La promesse était simple, c'est vrai. Mais la réalité, elle, était terrifiante. Parce que ce bouton, il ne nous protégeait pas nous, les utilisateurs. Non. Il protégeait Facebook, de ses propres concurrents. Alors voilà, ce petit bouton, c'est en fait la clé d'un des plus grands scandales de l'histoire de Facebook. Une affaire qui nous plonge dans les coulisses d'une guerre sans pitié pour la domination du monde numérique. Ce VPN, ce n'était pas du tout un bouclier. C'était un cheval de Troie. Une fois qu'il était installé, c'était fini. Il donnait à Facebook les clés de toute notre vie numérique. Chaque site qu'on visitait, chaque application qu'on ouvrait, chaque seconde qu'on passait en ligne, tout, absolument tout, était aspiré, analysé et envoyé direct sur les serveurs de Facebook. Bon, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut qu'on revienne un peu en arrière au début des années 2010. À ce moment-là, Facebook est le roi du monde. Mais son roi, Mark Zuckerberg, il a une angoisse, une vraie paranoïa, se faire dépasser, se faire tuer par la prochaine petite application qui va séduire les jeunes. Et sa stratégie, elle tient en 3 mots. C'est simple. Copier, acquérir, tuer. En 2012, il met la main sur Instagram pour $1 milliard, une somme qui paraissait folle à l'époque. Sa cible suivante, Snapchat. Mais là, surprise, Evan Spiegel refuse son offre de 6 milliards. Alors Zuckerberg, il change de plan. En 2013, il achète une petite start-up israélienne, Onavo. Et ça, c'est la pièce maîtresse de son plan. Parce que grâce aux données espionnées par Onavo, Facebook voit un truc que personne d'autre ne voit, l'explosion de WhatsApp. Le rachat est bouclé pour $19 milliards. La machine de guerre est lancée. Et cette mentalité, elle était vraiment gravée dans la culture de l'entreprise. Il y avait même un slogan qui circulait en interne, un truc pas officiel, qui disait « Ne sois pas trop fier pour copier ». Le message était clair, la domination, à n'importe quel prix. Mais il y a un grain de sable qui vient enrayer la machine. Les concurrents, comme Snapchat, ils commencent à chiffrer leurs données. Et pour Facebook, c'est la catastrophe. C'est comme si un mur se dressait devant eux. Leurs sources d'informations secrètes, leur avantage déloyal, tout ça est sur le point de disparaître. Et c'est là que tout bascule. Juin 2016, Zuckerberg envoie un email à ses lieutenants. Le message est sans la moindre ambiguïté. Il faut, je cite, trouver un nouveau moyen d'obtenir des analyses sur eux. Cet email, c'est le lancement officieux d'une opération ultra secrète, le projet Ghostbusters. La solution trouvée par l'équipe d'Onavo, c'est une technique de piratage bien connue qu'on appelle l'attaque de l'homme du milieu. Pour faire simple, imaginez un pirate dans une bibliothèque. Il crée un faux réseau Wi-Fi gratuit, vous vous connectez dessus, et là, le pirate se place entre votre appareil et Internet. Il peut lire absolument tout ce que vous faites. Eh bien, c'est exactement ce que Facebook va faire, mais à une échelle industrielle. D'abord, l'application Onavo installe un certificat dit de confiance sur le téléphone, ce qui lui donne le pouvoir de s'infiltrer partout. Ensuite, elle intercepte les données des applications concurrentes, comme Snapchat, avant même qu'elles soient chiffrées. À ce moment-là, elle peut les déchiffrer, les analyser, puis les rechiffrer et les renvoyer. Une opération totalement invisible. Ni l'utilisateur ni Snapchat ne voient quoi que ce soit. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que même en interne, chez Facebook, des gens ont tiré la sonnette d'alarme. Leurs propres experts en sécurité ont prévenu la direction. L'un d'eux a même écrit noir sur blanc « Aucun expert en sécurité n'est à l'aise avec ça ». Mais la direction a complètement ignoré les avertissements. Le projet a continué. Et les conséquences, elles ont été dévastatrices. Avec toutes les données volées à Snapchat, Facebook a pu cloner sa fonctionnalité la plus populaire, les stories. Ils l'ont copiée et collée dans Instagram. Le résultat est brutal. Regardez, la croissance de Snapchat s'est littéralement effondrée. Facebook était purement et simplement en train de tuer son rival. On pourrait croire que ça s'arrête là. Mais non, l'histoire n'est pas finie. Apple et Google commencent à renforcer la sécurité de leur système. L'espionnage devient plus compliqué. Alors Facebook, eh bien, ils vont franchir une nouvelle ligne rouge, avec une méthode encore plus vicieuse.
Ça s'appelle le projet Atlas, mais le grand public le connaîtra sous le nom de Facebook Research. Le concept est d'une simplicité glaçante. Payer des ados, parfois très jeunes, jusqu'à 20 $ par mois, pour qu'ils installent volontairement un logiciel espion, une sorte de copie d'Onavo. En gros, Facebook payait des mineurs pour pouvoir les espionner. Et pour ne pas se faire repérer par l'App Store d'Apple, Facebook a complètement triché. Ils ont utilisé un programme spécial, réservé normalement aux grosses entreprises pour leurs propres employés, pour distribuer leur spyware. Ils ont même créé des guides pour que les utilisateurs, y compris les mineurs, cliquent sur « Ignorer » quand leur propre téléphone leur affichait des alertes de sécurité. Et le but de tout ça? Avoir un accès total. Les messages privés, les photos, la localisation, absolument tout. Et puis, en janvier 2019, le château de cartes s'écroule. Le site TechCrunch sort une enquête explosive qui révèle toute l'affaire. Le scandale est mondial. La pression est immense. 7 heures. Il n'aura fallu que 7 petites heures après l'article pour que Facebook, pris la main dans le sac, annonce la fin du programme. Bon, la question qu'on se pose tous, quelles ont été les conséquences? Face à un scandale de cette ampleur, on s'attend à des sanctions historiques, non? Eh bien, la réalité est un peu décevante. En 2023, un tribunal australien condamne Meta pour avoir trompé ses utilisateurs. L'amende est de 13 millions de $. 13 millions. Juste pour mettre les choses en perspective, c'est une goutte d'eau. Une poussière. Pour une entreprise qui génère plus de 50 milliards de $ de bénéfices par an, ce n'est même pas de l'argent de poche. Autant dire, aucune conséquence réelle. Mark Zuckerberg a toujours dit qu'il voulait connecter le monde. Mais cette histoire, elle révèle peut-être un autre héritage, une version un peu tordue de sa célèbre devise « Avancer vite et briser la vie privée ». Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Au fond, quel est le véritable prix de cette connexion ?